Novembre 2025. Chers téléspectateurs de Gandhi Malian TV et d'Africain TV, recevez nos salutations. Bienvenue une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème portant sur les différents accords que le Mali a signés. Quand nous parlons d'accords, il s'agit des accords de défense, de sécurité, notamment des accords portant sur la partie nord du pays. Entre autres, tout au long de notre histoire, c'est-à-dire à partir des indépendances, c'est-à-dire 1963, jusqu'à 2016, je dirais même jusqu'à 2021, jusqu'à notre retrait même du dernier accord, le Mali n'a pas connu suffisamment de repos avec cette crise au nord du pays. Peut-être à quelques moments, quelques années, mais à chaque fois, on revient. Mais c'est l'occasion pour nous d'inviter des experts pour essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas souvent. Pourquoi tous ces accords-là ont presque été un échec. Et pour ça, Dr Madou Sila Traoré, bienvenue et bonjour. Bonjour, Général. Je salue tous les téléspectateurs de Gandhi Malian TV. Je salue mes deux co-débatteurs. Je salue l'ensemble du peuple malien pour leur résilience par rapport à la situation emmerdante que nous vivons tous les jours aujourd'hui. Nous sommes en train de voir le bout du tunnel. Et encore bravo au peuple malien. Et la lutte continue. Merci beaucoup. Professeur Touré. Bonjour, Général. Merci à Gandhi Malien, la filiale African TV. Donc, merci à Docteur et à Koulibaly, avec qui on se retrouve ici pour échanger sur les questions d'intérêt public. Donc, nous pensons pouvoir donner, en tout cas, nos différents points de vue pour que le Mali puisse sortir vraiment de cette situation difficile. Et que si le Mali n'arrive pas à traverser, on prie Dieu que cela n'arrive pas. En tout cas, tous les pays qui sont autour du Mali risqueront de chavirer. Et c'est pourquoi il est important qu'ensemble, on puisse discuter et que les véritables fils de l'Afrique puissent être aux commandes des affaires et qu'ils apportent les meilleures réponses aux problèmes de cette Afrique. Parole d'un historien géographe. Doyen Koulibaly, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour à mes co-débatteurs, bonjour à tous les travailleurs de Gandhi malien et puis African TV par la même occasion. Bonjour à ma grande Fatou Doucouré. Merci beaucoup, doyen. Sans plus tarder, doyen, il y a eu plusieurs accords. Souvent, je ne sais pas, on appelle ça accords de réconciliation, de paix, accords comme ça dépend de la terminologie. Mais le contenu, presque, ça reste presque la même chose. Mais quel est le point? Quels sont les points? Je dirais même des points. Quels sont les points communs à tous ces accords? C'est-à-dire les points qui ont même été néfastes pour le Mali. Si nous pouvons résumer, c'est-à-dire peut-être à partant de l'accord de Tamaracet ou, je ne sais pas, de l'accord de Bourem, ça va dépendre de vous. Mais qu'est-ce que vous remarquez comme point commun de ces accords et que ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et quels sont les points communs? Qu'est-ce que vous retrouvez un peu dans chacun de ces accords? Bon, moi, je fais d'abord un rappel historique. Allez-y. Il y avait dans le temps, 10e, 11e, 12e siècle, l'Empire du Ghana. L'Empire occidental, okay. Romain d'Occident, et l'Empire romain d'Orient. Okay. Et je crois que si je ne me trompe pas, c'était Théodose ou son fils qui était l'empereur à l'époque dans l'Empire romain d'Occident. Et les barbares saxons sont venus attaquer l'Empire, et ils ont répliqué, mais ils ne les ont pas poursuivis. Ils sont partis se repréparer, ils sont revenus encore à l'attaque. Et donc finalement, l'empereur, avec ses conseillers, ont préféré signer des accords de paix, une entente, mais en créant, en les recrutant dans l'armée et souvent à des postes de responsabilité. Et c'est de l'intérieur de l'armée que ceux qui ont été recrutés ont noyauté et qui ont fait chuter l'Empire. C'est de là qu'est venue la défaite de l'Empire et c'est de là qu'est venue la démobilisation, désarmement, réinsertion, qui n'est pas une bonne chose. Je le rappelle, on l'a déjà dit,
les Français qui nous drivaient dans cette affaire-là nous ont fait croire qu'il faut les réintégrer. Or, eux, avec les Basques, ils ne l'ont pas fait. Avec les Kanaks, ils ne l'ont pas fait. L'Espagne, avec ses séparatistes, ne l'ont pas fait. Personne ne le fait, c'est à nous qu'on l'a imposé. Et donc, ça ne marche pas. Ça ne ramène pas la paix. Il y a beaucoup de points qui étaient d'abord la réinsertion. Ensuite, il y avait la réinsertion. La démilitarisation du Nord aussi. La démilitarisation du Nord. Mais si vous regardez les différents accords, à chaque accord, on demande un peu plus. Donc, c'est des revendications maximalistes d'accord en accord. Ça, c'est le second point. Le troisième point, c'est que les groupes terroristes eux-mêmes, ou les groupes rebelles eux-mêmes, ont à l'intérieur des divisions ethniques, des divisions socio-culturelles, peut-être même des divisions religieuses, qui amenaient chaque fois à une démultiplication des groupes. On fait les accords avec deux groupes aujourd'hui. Demain, c'est d'autres groupes qui se présentent. On a une autre appellation, et ainsi de suite. Et chaque fois, on élargit, on accorde ils vont de revendication en revendication. Donc, on est parti de la démilitarisation du Nord, de la réinsertion au statut des régions du Nord, qui accordait déjà des trucs préférentiels par rapport aux autres régions. On est parti jusqu'à la création d'autorités régionales, les assemblées régionales, les assemblées de cercles et de communes, avec des critères d'indépendance pour des décisions qu'elles peuvent prendre, jusqu'à leur autoriser à prendre des contacts ou de nouer des alliances avec les régions frontalières des pays voisins. Et de régions frontalières des pays voisins, on est parti crescendo et on a abouti dans l'accord d'Alger à la demande, eux qui auront la même mise d'abord sur l'octroi de l'exploitation des gisements. On est parti jusque-là avec les pays occidentaux. Et c'est eux qui imposaient leur veto. Donc, il y a un ensemble de situations comme ça qui ont contribué à dégrader la situation. Et chaque fois, on fait des accords, on sort des accords, il y a des scissions entre des groupes, d'autres ne sont pas d'accord, on revient, on fait d'autres accords et ainsi de suite. On nous a traîné d'accord en accord avec des changements de nom. Tantôt c'est MFIA, tantôt c'est FIA, tantôt c'est MPLA, MNLA. On a joué à ce petit jeu. Aujourd'hui, je ne sais pas, c'est FLA aujourd'hui. FLA aujourd'hui. Et ce n'est pas la dernière d'ailleurs. Non. Bon, donc on nous a traînés, mais ce qui était grave, c'est que tous les accords souvent sont intervenus à des moments de fragilisation des autorités. Moussa Traoré, c'était parce qu'il était en but à des remous intérieurs sur le plan politique, et il y avait de l'autre côté une résurgence de la rébellion de 1963. Il s'est empressé de faire un accord avec les rebelles pour ne pas être sur les deux fronts à la fois. Malheureusement, cet accord n'a même pas été appliqué et il a été renversé. Et quelque temps après, lui, son accord, c'était le 6 janvier 1991. En 1992, les autorités de la transition ont fait le pacte national. Et ce pacte national, essentiellement, instaurait des avantages, donnait un statut particulier aux régions du Nord. Oui. Donc, déjà, on changeait les choses et on partait à une plus grande concession. Ensuite, on est parti à Alger 1.
qui étaient des accords pour la restauration de la paix et de la cohésion dans la région de Kidal. Kidal a eu un accord en lui-même. Entre-temps, quand il a fallu aller aux élections, il y a eu les accords de Ouaga. Après Ouaga, il y a eu les accords d'Alger. Et après Alger, il y a eu même, comment dirais-je, les actes de la conférence d'entente nationale qui, dans ses articles, dans sa page 73, 74 et 75, parlait plus spécifiquement des problèmes du Nord. Donc, on a tellement accordé le président qui était vraiment assis, qui pouvait prendre le contre-pied et refuser certaines choses, c'était le président Ibeka, qui avait été régulièrement élu avec 70% ou 73% de votes favorables. Donc, il avait l'assise nécessaire pour faire autre chose face aux rebelles. Il y avait une carte qu'il pouvait jouer. C'était la carte des opposants aux accords. Quelle était cette carte? Il y a une bonne partie de la population qui ne voulait pas entendre parler de cette affaire. Ah oui. Et donc, il devait, comme Gbagbo le dit, être un boulanger. Il pousse les gens dans la rue pour contester les accords. Et de l'autre côté, il leur dit, mais écoutez, voilà, mon peuple est dans la rue, je ne peux pas vous céder ça. Et donc, il jouait des accords qui allaient peut-être aller au-delà de son mandat. Et donc, il fallait être en accord avec l'opposition, avec le peuple, avec tous ceux qui n'en voulaient pas. Et peut-être en jouant sur ce rôle-là, il pouvait obtenir quelque chose. Il était le seul à avoir du répondant qui pouvait ne pas négocier, surtout ne pas négocier le couteau sous la gorge. Sinon, tous les autres ont presque négocié sous le couteau sous la gorge et ça ne pardonne pas. Bon, je m'arrête là parce que je suis parti trop loin. C'est bon. Professeur Touré. Ok, merci. Pour revenir un peu, peut-être donner les dates, les différents accords qu'il y a eu au Mali. Donc, la première convention, c'est la convention de Bourem. Ça date du 15 septembre 1907. 1907. Mais le Mali n'est pas. Entre les Oulémas, mais le territoire malien là est toujours là. C'est-à-dire l'appellation coloniale du Nord. Là. Ouais, non. Voilà, ça ne nous désoriente pas de ce que nous avons toujours fait comme engagement sur la terre malienne. Donc en 1907, il y a eu le premier accord entre les Oulémadans, c'était une confédération des Touaregs, et le colon lui-même. Donc c'était le chef de bataillon à Tombouctou qui a signé cet accord-là avec les Touaregs. Donc c'est pour que les gens comprennent déjà que le premier accord est parti entre le colon et la confédération des Touaregs qu'on appelle les Oulémadans. Donc c'est pour qu'est-ce qu'ils ont arrêté entre eux pour décider du sort du Mali. Tout est parti de là. Donc ça c'est un premier élément et tout le monde doit chercher à avoir cet accord-là, lire le contenu et comprendre que depuis là, la France a commencé à vendre le territoire malien à ses confédérations Touaregs. Ça c'est le premier aspect. En 1954, il y a eu la révolte à Kidal. Et Kidal, en son temps, on l'appelait Adak. Donc ça, c'était depuis la période coloniale. On l'appelait comment? Adak. Adak, oui. Adak, ça c'est Kidal. Ça, c'était en pleine période coloniale. Et cette rébellion a duré pendant 70 ans. Et nous savons que à Kidal, en ce temps, Adak, au temps colonial, la majorité de la population, ce sont les Imagades. Et les Imagades, pendant toute la durée de la période coloniale, étaient en position de révolte. Les Imagades, c'est ça, les Gamous. Oui, les Gamous. Donc, c'est pour dire qu'ils n'ont jamais été des amis du colon blanc. C'est là que les Ifogas, qui étaient minoritaires là-bas, ont été choyés par les colons parce qu'ils ont accepté la domination coloniale. Et c'est eux qu'ils ont préparés pour prendre le pouvoir et être leur relais jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Ça, c'est un aspect qui est important de comprendre là-dedans. En 1963, il y a eu la première révolte contre le Mali indépendant. Maintenant, on rentre dans l'appellation, mais la terre reste intacte. Il y a eu la première révolte et encore, ce n'était pas Kidal, c'était Adak. Et cette révolte a été opprimée, il y a eu une il a été, comme on appelle, éradiquée, Oui. pour le dire ainsi, au temps du premier président du Mali. La menace écartée. Et tout le monde connaît d'ici là, la menace a été écartée. Donc, en ce temps, il n'y a pas eu de signature d'accord entre le Mali et ces gens. L'État malien maintenant et ces gens. Ensuite, il y a eu l'accord de Tamaracet, parce que la révolte a repris en 91. Donc, il y a eu le premier accord de Tamaracet le 6 janvier 1991. Et là, c'était avec le mouvement populaire de l'Azawad, MPA, le Front islamique arabe de l'Azawad. Et le MPA était dirigé par Yad, et en son temps, le général lui-même était dans le MPA. Donc, ça, c'était la révolte de 91 à partir des années où les Français cherchaient à instaurer la démocratie dans les pays africains. Donc, ils ont attendu le bon moment pour réveiller encore ces rébellions, pour que et la démocratie, et leur démocratie, et les révoltes des Touaregs puissent réduire le Mali au néant. Et que le Mali puisse être misérable à leur compte, et que l'on puisse exploiter nos ressources comme ils le souhaitent. Parce que le Mali, là, ils ont toujours réservé le Mali pour les siècles d'aujourd'hui, parce que des pénuries vont se déclarer dans certaines parties du monde, et les ressources du Mali vont appuyer maintenant leur bon fonctionnement pour que les enfants français puissent mieux vivre dans les meilleures conditions, avoir de l'eau potable à boire, parce que chez nous, il y a des océans d'eau souterraine. On sait que leur présence là-bas les a permis d'envoyer beaucoup d'eau. Beaucoup pensent qu'il n'y a que l'or. Il y a l'eau d'eau douce qu'on a là-bas en grande quantité. Donc, après, à l'issue des accords de Tamaracet, ça c'était en Algérie, il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont été arrêtés. Et ces mêmes éléments, comme Koulibaly l'a dit, on va les revoir dans tous les accords. Cessez-le-feu immédiat, réduction de la présence militaire dans le nord, intégration d'ex-combattants Touaregs dans l'armée et dans l'administration, promesse de développement des régions du nord. Voilà les différents éléments et qui vont sanctionner tous les accords. Donc après Tamaracet, janvier 91, il y a eu le pacte national à Bamako. Et le pacte national, ça c'était la finalisation de l'accord de Tamaracet de 91. Après ça, il y a eu l'accord d'Alger 4 juillet 2006, les mêmes contenus. Maintenant, c'est les mouvements qui changent de nom. Mais en réalité, les responsabilités ou les responsables restent toujours les mêmes. Ensuite, après juillet 2006, il y a eu juillet 2008. Et en juillet 2008, il y a eu la signature entre les fractions rebelles issues de l'ADC. Et l'ADC, je vais vous dire, c'est l'Alliance démocratique du 23 mai pour le changement. Et c'est Yad Agagali et Ibrahim Agbahanga qui dirigeaient ce mouvement-là. Ensuite, il y a eu les accords préliminaires de Ouaga le 18 juin 2013. Mnela, Achia, gouvernement du Mali. Ensuite, il y a eu l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali 15 mai, 20 juin 2015, qu'on a appelé accord d'Alger. Donc voilà les accords qui ont sanctionné ces turbulences-là au niveau de la partie septentrionale du Mali. Et quand on me demande tout de suite pourquoi ça a toujours échoué, c'est parce que les libellés par rapport à ces accords sont très mal formulés. Parce que quand je vois qu'on met signateur, gouvernement du Mali, et on met les organisations des mouvements rebelles, tu as l'impression que
c'est une autre force, un autre État qui signe face à un autre État. Donc, j'ai dit, dès là, on a fauché et le contenu ne peut pas être bon. Parce que nous, on a vu, les mêmes mouvements armés vous diront, non, c'est le Mali qui nous a attaqués, non, c'est le Mali qui nous a fait ça. Eux, ils sont où? Eux, ils sont quoi? Et encore que le Mali, l'État central, doit prendre en charge tout le processus. Et on a compris qu'en réalité, lorsque on dit qu'il faut intégrer nos combattants, c'était une façon d'avoir des hommes formés par l'État malien pour les retourner contre l'État lui-même. Quand on nous dit qu'il faut les mettre dans l'administration, on a compris qu'ils voulaient des administrateurs pour le territoire qu'ils veulent avoir désormais. Donc, c'est plutôt, au lieu de l'accord pour la paix, c'est l'accord pour la soumission de l'État central face au mouvement armé du Nord. Voilà en réalité le libellé de l'accord. Jusqu'en janvier 2004, où les mains invisibles de Dieu, à travers les 5 colonels en son temps et les généraux, sont arrivés au pouvoir pour finalement mettre fin à ce qu'on appelle des accords. Et c'est à partir de là que le Mali a commencé à se battre véritablement pour son indépendance, pour sa souveraineté nationale, pour son intégrité territoriale. Et désormais, les questions de Mali, les questions d'accord vont se gérer à l'intérieur du Mali. Voilà pour un départ ce que je voulais vous dire, général, et demander aux jeunes Maliens de considérer les différentes dates de 1907, ensuite de 1954 jusqu'en 2012, de voir toutes les dates en cette période, c'est que le Mali a traversé pour qu'il puisse mieux comprendre qu'aujourd'hui, cette lutte qui est en train de se mener, c'est une lutte d'audace, c'est une lutte pour l'honneur et la dignité du peuple et de la terre malienne. Merci. Merci beaucoup, professeur Touré. Docteur, vous ajoutez quelque chose? Oui, général, merci pour des points que vous n'avez pas appréciés dans tous ces accords. Merci pour la parole accordée. Toutes mes félicitations au professeur Touré pour vraiment ces rappels brillants. Et moi, à mon entendement, tous ces accords-là étaient pour moi comme les serpents qui se mordaient la queue. Un serpent qui se mord la queue, il tourne en rond et il n'avance pas. Et le peuple malien a tout fait pratiquement. Le Mali a tout fait pour faire revenir vraiment ces brebis galeuses, si je peux m'exprimer l'expression, pour les faire revenir à la raison et les faire savoir qu'ils ont toujours été téléguidés par l'extérieur, le colon. Parce que quand on fait un peu d'histoire, depuis dans les années 1957, les gens, ils ne regardent pas trop dans les rétroviseurs, quoi. Parce qu'on ne peut pas faire de la géopolitique sans connaître l'histoire. Même au-delà de la géopolitique, il faudra quand même connaître l'histoire, ce qui s'est passé. À l'Assemblée française, il y avait une loi qui avait été votée. Je pense qu'il y avait un député qui s'appelait Marc Lejeune ou quelque chose de jeune. Vous parlez de l'OCRS? Non, c'est la loi, le code noir. Ah, ok, code noir. Le code noir, et ce code-là, cette loi était encore en vigueur jusqu'en 2024. Ah, parce qu'il y a le code noir, il y a le code indigène. Ouais, on continue. Le code noir faisait de nous, en plus du sous-sol, les matières premières, même l'homme noir était une matière première pour eux. Donc les Blancs... Mais est-ce que c'est là, c'est Non, en 2024, je pense que c'est fini. Théoriquement, oui. Oui. Mais dans leur esprit encore, parce qu'ils vivent dans les bulles, dans les nuages, parce qu'ils ne savent pas que les choses, entre autres, ont changé. Et la lutte d'émancipation, une seconde lutte d'émancipation africaine, est devenue une casse-tête pour eux. Parce que la première lutte d'émancipation, c'était après les indépendances, les présidents panafricains qui étaient là, voilà, ils étaient bien, ils avaient des bonnes intentions et tout, mais ils ont tous été tués par les colons pour avoir défendu l'intérêt de leur pays. Donc les choses ne peuvent pas rester statiques. Donc c'est pour dire que depuis ce moment, la France avait fait
les recherches géologiques avancées. Il savait pratiquement tout de la géologie malienne. Et comme le professeur Touré a dit dans le développement, comment s'appelle, sa présentation, il disait que voilà, il réserve le Mali avec tout ce qu'il y a. Garder le Mali comme une réserve. Comme une réserve. Et tout est parti de là. Le colon, il est très mauvais. Il a essayé, d'abord, ils ont cette politique-là, de nous séparer pour mieux régner. Sinon, les peuples ont toujours vécu en parfaite symbiose, et quel que soit l'endroit du Mali, que ce soit les septentrions, le sud et tout ça là. Mais en réalité, l'Africain n'est pas parvenu à comprendre ça. Donc, il fallait créer cette situation-là d'embêtement éternel. Et voyez-vous, depuis, il a dit, depuis les années 1963, la première rébellion qui a été sévèrement matée par Silas Diarra, un officier vraiment très digne, un officier valeureux, mais qu'on tait le nom aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, il a fait vraiment les beaux jours de l'armée malienne. Il a défendu corps et âme notre territoire au temps de Modibo Keïta. Et que son âme repose en paix. Et avec d'autres, tous ceux qui ont donné de leur sang pour le peuple malien, les militaires valeureux, j'ai une pensée pieuse pour eux. En réalité, ces moments-là, le Mali avait en tout cas une relation très très sérieuse, amicalement solide avec l'Algérie. Modibo Keïta et c'était qui Ahmed Ben Bella étaient vraiment des amis, ils s'écoutaient, ils s'estimaient bien. Donc la réussite de cette rébellion-là est venue de la fermeture des frontières de l'Algérie et tous ces rebelles-là ont fui vers la Libye. Donc après ça, les accords de 1991, les accords de Tamaracet, il n'y a eu que deux pages et 13 articles. Ouais. C'est 8 points même. Hein? C'est en grosso modo 8 points. Donc, les velléités de division, de séparation, les graines de cette velléité avaient déjà été sémées en ce moment. Parce que quand on prend l'article 6 de cet accord-là, ce que le professeur Touré a dit, c'est ça. Il fallait diminuer l'armée et le nombre de soldats à ce niveau-là, ne pas être présent au lieu des pâturages. L'armée devrait quitter la zone et tout ça. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui, quoi. C'est même son de cloche-là. Et quand on part d'accord, il y a une rébellion qui finit, une autre commence. Et le Mali a tout fait, hein, sincèrement. Ces accords de Tamaracet-là ont été signés. Les signataires du côté malien, c'était feu le général Koulibaly. Et les signataires de l'autre côté, c'était Iyad Agagali. Ce fameux Iyad Agagali qui vraiment était un caillou dans la boîte vraiment du Mali, quoi. Et ce monsieur, vraiment, je ne suis jamais parvenu à le comprendre. Et parce que au temps de ATT, il avait eu vraiment, il avait été vraiment élevé même au rang de diplomate exceptionnel. Il était le consul du Mali en Arabie Saoudite. Mais malgré tout ça, ce Yad-là n'a jamais voulu vraiment que le Mali vive en paix avec lui-même. Nous l'avions renforcé. Le Mali l'a renforcé. Tout à fait. Bon, on ne savait pas. On ne savait pas. Et voilà, il est encore là avec ses capacités de nuisance. Donc, tous ces accords-là me font penser aux vêtements du malade mental, quoi. Le malade mental, le Mali était devenu le vêtement du malade mental. C'est quoi ça, docteur? Je m'explique. Le malade mental, il déchire lui-même son vêtement et les vents aussi déchirent. Ils sont allés signer des accords. Il y a des parties, par exemple, de l'accord d'Alger. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis posé la question. Ceux-là qui ont été signés ces accords-là, est-ce qu'ils comprenaient bien français, la langue de Molière?
Comment est-ce que ces accords même, et quels étaient les acteurs qui ont été choisis? Parce qu'il y a tout ça qui a joué à la défaveur. Voilà, le Mali, c'est pour dire simplement qu'on était tombé tellement bas. C'est inimaginable, quoi. Ouais. Comme on dit, Bamananga na Mali kunkera fatoka bloqué. Fien ba fara, aller ba fara. Le vent qui déchirait là, c'est le Tamashek. Nous-mêmes, on déchirait aussi. On n'a pas su être vraiment à la hauteur face à ces gars-là. On les a toujours amadoués, toujours caressés dans les centres des poils. Et ils venaient, même lors des réunions, aucun respect pour nos autorités. Ils enlevaient leurs chaussures, ils posaient leurs pieds sur la table. On a vu ça à la télé malienne. Bref, bon, voilà, chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Ceux qui pensent encore comme les Tébounes de l'accord d'Alger, vraiment, ils sont dans un rêve qui continue éternellement dans ce sommeil-là. OK. Merci. Merci beaucoup, docteur. Doyen, nous revenons vers vous. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Sinon, la question suivante, c'est alors, pourquoi le Mali a signé autant d'accords? Ce qui est bizarre. Pourquoi autant d'accords autour du même problème? Non, c'est simple, on l'a déjà expliqué pratiquement. Vous signez un accord, vous le signez avec tel et tel mouvement aujourd'hui. Demain, le mouvement se scinde ou d'autres mouvements se créent. Vous êtes obligé d'aller. Le pouvoir qui est là, généralement, est un pouvoir affaibli, sinon en transition, veut faire les choses pour essayer de résorber. Et donc, on reprend les mêmes choses. Ensuite, ce pouvoir quitte, il y a un autre pouvoir qui vient. Il y a au lieu de 2 groupes, 4 groupes, on se retrouve avec 6, 7 groupes. Et on commence à renégocier encore et ils exigent toujours plus. Et finalement, ça s'est retrouvé même dans la signature des accords pour la paix d'Alger qui ont été signés ici à Bamako. La preuve, il y a une première signature qui a été faite, je crois en juin ou en juillet ici à Bamako. Et ensuite, il a fallu faire un additif qui a été signé en clando. Tout ça, ça prouve qu'ils ont joué sur la multiplication des groupes. Et finalement, au fur et à mesure, les revendications montaient crescendo jusqu'à arriver à ce que le sort des sous-sols soit tranché par les autorités de cette région. Les autorités, le président de la région, président carrément de la région, je crois, élu au suffrage universel direct, oui, et avec une assemblée, et ensuite... Et qui peut décider même d'attribuer des marchés. Des marchés. Sans le consentement du gouvernement central. Je suis en train de dire, c'est eux qui peuvent, si on doit accorder des contrats d'exploration ou d'exploitation minière, il faut passer par leur avis. C'est eux qui donnent le feu vert. Et donc, on est parti jusque-là. On a tout cédé avec l'armée reconstituée. Ah oui. Où, visiblement, c'est des gens qu'on est en train de former pour leur future république. Ah oui, c'est ça. On faisait des dissensions entre les Maliens. Des dissensions, des divisions, des ségrégations entre les Maliens. Et donc, eux, je n'ai jamais vu dans un accord qu'ils pouvaient se cantonner à l'administration au nord seulement. Ça veut dire que s'ils sont intégrés, ils peuvent être au nord, mais aussi ils peuvent être au sud, dans des régions pour administrer. Mais pour ce qui est du nord, il n'y a que eux qui seront là-bas pour administrer. On est en train on a tout divisé. Et si on prend les accords pour la paix d'Alger, c'est pour la division du pays. Carrément, c'est ce qui ressort. Mais je voudrais ajouter simplement que dans tous les accords que j'ai lus, il n'y a aucune garantie d'exécution de la part des groupes rebelles. Il n'y en a pas. Tout est à la charge de l'État malien. On ne fait pas, rien ne leur incombe, même la bonne exécution ne leur incombe pas. Il fut un temps où le citoyen lambda s'est dit, mais ça suffit, il faut arrêter, c'est nous qui faisons toujours le pas,
ils doivent désarmer. Ils se sont accrochés à l'argument selon lequel, non, s'ils désarment, le Mali n'ira pas plus loin. Et donc, ils sont restés avec les armes. On était en train d'œuvrer, faire des choses avec des gens où il y avait démobilisation, réinsertion, démilitarisation, démobilisation, réinsertion. Ils étaient toujours militarisés. Je crois que... Ok. Professeur Touré, Très bien. Et j'aime bien cette question que tu as posée. pourquoi on t'a d'accord? Pourquoi autant d'accord? Parce qu'en réalité, c'est stratégique. Hein. Les gens ont l'impression que autant d'accord, c'était pour trouver plus d'accord ou plus de paix. Non. Ça, je le dis à tout le monde. Et je défie qui veut. Et je suis prêt à débattre avec qui sur 4 aspects qui déterminent autant d'accord. Premier élément, affaiblir l'État central malien. Tous ces accords-là, l'objectif c'est ça, affaiblir d'abord l'État malien. Deuxièmement, faire autant d'accords pour que les populations dans la partie sud du Mali puissent se révolter et dire qu'on ne veut plus du Nord. On veut vivre en paix, on ne veut plus du Nord. Ça fait partie de ces accords interminables. Parce qu'à chaque fois qu'ils le font, ils ne trouvent pas cet objectif-là, ils le reprennent. Troisième élément, faire en sorte que tous ceux dont ils ont besoin comme combattants pour leur république soient formés aux frais de l'État central du Mali. Et quatrième élément, former tous les administrateurs dont ils auront besoin pour leur république à la charge de l'État central du Mali. Voilà les 4 raisons fondamentales qui justifient ce nombre interminable d'accords. Parce que la finalité, c'est que ces gens-là sont en train de se battre pour avoir une république là-bas. Ça, c'est très clair. Et même l'autre jour, le président de la République, le général l'a dit à Bougouni. Et c'est très fondamental, il ne faut pas que les gens oublient ça. Tout ce acharnement vers le sud, ce n'est vraiment pas pour le sud. C'est parce qu'au nord, les choses sont devenues très compliquées pour eux. La circulation est devenue compliquée. Se réorganiser pour s'attaquer à l'État central est devenu compliqué. Donc, il faut distraire les gens vers le sud pour ensuite s'attaquer au nord. Donc, il faut que les gens comprennent que ces différents accords, ce n'est jamais pour amener la paix. Parce que les accords ont le même contenu. Et l'élément le plus important pour eux, sinon les 2 éléments les plus importants pour eux, c'était la démilitarisation des régions au nord du Mali et l'intégration des combattants. Et à chaque fois, c'est des nouveaux combattants qui viennent. Parce que quand ils amènent 100, par exemple, c'est des exemples que je donne, quand ils amènent 100 pour cet accord, quand ils constatent que ces 100-là sont bien formés, ils ont eu des armes, donc il y a une rébellion qui se crée, ceux-ci se retirent avec les armées du Mali et partent là-bas. Ensuite, c'est le désordre. On signe un accord. Cette fois-ci, on va dire à l'État, non, on a 1000 combattants. Ils prennent ces 1000. Donc, d'accord en accord, on les fournit une armée puissante que nous-mêmes nous équipons par nos propres armements et par l'argent du contribuable malien. Voilà, en fait, ce qui caractérise ces différents accords. Sinon que pour un même territoire, pour une même population, on n'a pas besoin et on n'a jamais eu besoin d'autant d'accords pour amener la paix, si nous tous nous investissons pour ça. Et l'autre élément dans les différents accords, il parle du développement du Nord. Allez-y voir Kida, s'il y a un développement. En réalité, il y a 2 éléments fondamentaux qui les intéressent. C'est la militarisation par leur propre mouvement des régions du Nord, obtention d'administrateurs pour gérer les ressources du sous-sol au Nord, parce que c'est ce qui les intéresse. Voilà en tout cas les 4 éléments qui aujourd'hui, parce que c'est pourquoi quand en janvier 2024, le pouvoir de la transition avait mis fin à l'accord, ils se sont affolés parce qu'ils ont compris que les Maliens ont commencé à comprendre. Et que désormais, aucun accord du Mali ne va se jouer en Algérie ou ailleurs. Et d'ailleurs, pourquoi Algérie? Pourquoi Algérie?
pourquoi l'Algérie veut que nos accords soient traités chez eux? Parce qu'ils savent que eux, soit c'est le Mali, soit c'est eux. Parce que la France a ces deux besoins. Les régions berbères de l'Algérie pouvaient faire la même chose que le Mali pour demander leur indépendance face à l'État central de l'Algérie. Donc, pour taire ça, le Mali est le maillon faible. Il faut rabattre les forces sur le Mali et demander cette division ici et que les ressources du Nord remplacent les ressources de l'Algérie pour être profitables aux colons. Voilà pourquoi ces gens-là s'acharnent autant et demandent autant d'accords. Et Koulibaly l'a dit, à chaque fois les accords sont à la charge de l'État central. Et eux, ils ne sont jamais fautifs de l'échec d'un accord. Mais pourtant, nous avons vu, malheureusement, qu'après l'accord, par exemple, d'Alger, il y a eu plus de morts que pendant la guerre en 2012. Accord signé. C'est après l'accord qu'il y a eu beaucoup plus de morts que pendant la guerre elle-même, qui a abouti à la signature de l'accord. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'accord. En réalité, il n'y a jamais eu d'accord, véritable accord dans l'esprit et dans le cœur de ceux-là qui partaient signer. Même si, moi, je dis que ça n'a jamais été des accords pour la paix, mais c'est accord pour la soumission de l'État central du Mali face aux groupes armés, pour une meilleure exploitation des ressources du Nord, sinon pour aboutir à l'indépendance des régions du Nord. Ok, merci beaucoup. Docteur, et nous partons à la troisième question. Sauf si vous avez quelques éléments à ajouter, parce que jusque-là, nous attendons de plus en plus certains, peut-être maliens, au service de la France ou bien de certains pays, nous parler des discussions. Je n'ai pas fini avec la question, pardonnez-moi. Le professeur Touré a évoqué le problème des libellés. Je crois que c'était le doyen. C'est-à-dire, bon, au temps de Moussa, je pouvais comprendre les accords de Tamaracet le 6 janvier 1991, où c'est vraiment un officier supérieur de l'armée malienne qui a signé. Donc voilà, c'était l'armée et puis les groupes armés. Mais après ça, tout ce que nous voyons, c'est des ministres, je ne sais pas qui encore. Donc c'est le gouvernement qui est engagé directement. Ce n'est pas l'état-major, ce n'est pas les groupes armés. Flamme de paix de Tombouctou, on pouvait aussi comprendre que c'était les groupes armés de part et d'autre. C'est-à-dire Gandakoy contre les groupes armés de l'autre côté. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas envisager, si discussion doit avoir lieu, est-ce que c'est à l'État de discuter avec ces groupes armés, ces groupes terroristes, ou vraiment ces groupes terroristes doivent essayer de discuter avec des groupes peut-être armés étatiques, c'est-à-dire les Donso, les mouvements comme Gatia, les Danabasagou. Est-ce que l'État n'est pas à un autre niveau par rapport à ces groupes? Exactement, l'État peut être arbitre dans toute cette histoire. Ah voilà. Oui, jouer un rôle d'arbitre. Parce que ces gens-là, je l'ai dit, ils ont donné trop d'importance à ces gens-là. Parce que même, je me rappelle, c'est au temps de Ibeka, il y a eu les accords d'Alger. La commission de suivi des accords d'Alger avait élu domicile à Koulouba. C'était une structure annexe à la présidence. Mais j'avoue que ces messieurs-là étaient là-bas. Une fois, moi, je suis passé par là. Ils étaient dans les bureaux comme ça, climatisés. Ils n'avaient pas comment ça s'appelle, de fonctions déterminées à accomplir. Ils partaient là-bas, ils faisaient des méchouis. Ils avaient 2 millions et quelques comme salaire avec tous les avantages, carburant et tout, au dos du peuple malien, l'impôt du contribuable. C'est regrettable. Mais ce que j'ai compris, je ne sais pas si les uns et les autres se rappellent de ce que Ibeka avait dit. Ibeka avait dit avant, paix à son âme, avant son élection au poste de la magistrature suprême. Il avait dit aux Maliens de lui porter confiance, que lui, il nous donne 3 mois, on en finira avec tout ça, tous ces problèmes. Et je me rappelle qu'après avoir obtenu cette place-là, Ibeka a changé de discours. Parce que c'est 100 premiers jours ou quoi, il a été invité, l'ORTM l'a invité sur un débat en Bamana. Voilà. Et ces débats-là, je les ai suivis du début à la fin avec beaucoup d'intérêt. Et ces jours-là, il était comme quelqu'un qui faisait ses mea culpa, quoi. Il disait en Bamana que
avec ma famille Aminero. C'est-à-dire, lui, il n'avait pas compris ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ça me fait rappeler quelqu'un qui est assis en train de regarder un match de football ou un jeu de dames, ne voit pas de la même manière celui qui est acteur là-dedans, quoi. Ouais, c'est lui qui est en train de jouer. Il est en train de jouer. Donc, Ibeka pensait à quoi? Automatiquement, il s'est redressé. Ils disent, les Maliens, il invite toutes les bonnes volontés à l'aider. Et c'est là où il a dit sa fameuse phrase qu'on doit cesser vraiment de se prendre les pieds, qu'on se prenne par la main et qu'on avance. Donc, avant lui, il y a ATT aussi. ATT, on disait que, voilà, paix à son âme, on disait de lui qu'il est, d'ailleurs, c'est la deuxième année de sa mort, l'anniversaire le 11 novembre, je pense, paix à lui. ATT aussi avait tout fait quoi? On disait de ATT, Yad, que ATT était l'ami de Yad. ATT, quand il partait à Kidal, c'est sous la tête de Yad qu'il était, il discutait en bon ami, il faisait les méchouis, certaines photos même ont fuité. Mais malgré tout ça, Yad est resté, il s'est joué de nous. Donc moi, je comprends que chaque régime a géré les problèmes du Nord comme bon le semble. Pas avec parcimonie, quoi. Je gère, cela m'arrange, je gère comme ça. Et tout le temps, ils ont déplacé les problèmes. Personne n'a pu faire face aux problèmes. Même pour que Ibeka aille à Kidal pour les campagnes, les votes, il a payé. Dans son propre pays. Vraiment, si ce n'était pas ces jeunes officiers valeureux et très talentueux, envers qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime, on allait tourner à rond, on n'allait pas pouvoir trouver une solution à ça. Même tout de suite, tu as fait amener un politicien, tu le mets à la tête du pays, il va signer encore des accords. Parce que eux, ils étaient une partie du feu pour pouvoir bénéficier d'un moment de plaisance. Et même si les faits embrassent toute la nation, ce n'est pas leur problème. Ils ont fini leur mandat. Ils vont donner la queue de lienne à quelqu'un d'autre qui va venir. C'est ça, malheureusement. Malheureusement. Doyen, est-ce que ça ne pose pas un problème d'acteur à chaque fois qu'on parle de négociations? Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir encore une fois de plus avec qui discuter pour éviter de mettre l'État dans ça? Parce que jusque-là, je pense peut-être les erreurs que nous avons eu à commettre, parce que le but de cette émission, c'est de tout faire pour ne plus revenir sur les mêmes erreurs. Donc, c'est une façon aussi de proposer, c'est ce que nous pouvons faire pour notre pays. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir les acteurs? Si c'est des groupes armés terroristes, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils discutent avec d'autres groupes armés, peut-être des groupes d'autodéfense? Je peux comprendre. Maintenant, si Alger veut réellement se mêler, si Alger est une partie du problème, est-ce que dans ce cas, il ne faut pas négocier, discuter d'État à État avec l'Algérie? Je crois que pour avoir ignoré certains grands principes, okay, on s'est mis dans la masse. Le premier principe, okay, c'est qu'on ne négocie pas en position de faiblesse. Premier principe. Le deuxième principe, aujourd'hui, qui apparaît évident pour tout le monde, on ne négocie pas avec les terroristes. Et penser que des groupes de chez nous vont discuter avec eux, ça ne marchera pas parce que qu'est-ce que ce groupe peut céder au nom de l'État malien? Il ne représente pas l'État malien. Ils vont faire des accords localisés et chacun dans son petit coin, ça va échapper à la gestion du pays. Okay. Des pays, moi je vous l'ai dit ici, les Arabes ne sont pas enclins à la négociation. Leur tendance naturelle, c'est de dominer. La négociation, ce n'est pas trop leur fort. Et donc, il faut se mettre... Moi, j'ai vu une fois, je crois qu'il était docteur, je ne retiens pas son nom.
il avait dit une chose, un exemple une fois. Vous mettez 2 personnes dans une chambre. Vous leur donnez 100 francs à se partager. Vous bouclez la porte, vous dites, sortez avec un accord. Au cours du partage, il y en a un, le plus audacieux, va dire non. L'autre va lui dire, bon, ben, c'est 50-50, c'est facile. Tu as 50 francs, j'ai 50 francs. L'autre dit non, c'est pas comme ça. Moi, j'ai 70 francs ou 80 francs, toi, tu as 20 francs. C'est à prendre ou à laisser. Et donc, c'est le plus audacieux qui gagne. Et celui qui tergiverse, comme on le dit chez nous, ni tche farin tche jito strana tche farin bani srache. Ah oui. Et donc, ce qu'il aurait fallu faire et qui fait aujourd'hui, je voulais même intervenir sur ça, mais bon, je n'ai pas eu l'occasion. Qu'est-ce qui fait la légitimité des autorités de la transition actuelle? Tout le temps, on le dit. Ce n'est pas démocratique, il faut faire des élections. Mais d'abord, nous ne sommes pas dans une situation démocratique. Nous sommes en transition. C'est une fausse idée qu'on émet. Ça n'a aucune consistance. Nous sommes en transition. C'est vrai, nous avons une constitution, mais la démocratie ne s'accomplira, ne deviendra effective que lorsqu'on aura réalisé toutes les étapes de la constitution. Or, on n'en est pas là. Nous ne sommes pas en démocratie. Deuxièmement, je l'avais dit ici une fois, il y a 3 sortes de régimes que l'on ignore. L'oclocratie, la stratocratie et l'ococratie. Celui qui est là actuellement, stratocratie, c'est le pouvoir militaire. Mais comme quelqu'un l'a dit une fois, ça n'a besoin d'aucune réglementation. C'est juste des constatations. Tous ces pouvoirs-là ne sont pas réglementés. Maintenant, l'oclocratie, c'est le pouvoir par la foule. Et aujourd'hui, ce qui fait la légitimité des autorités de la transition, c'est qu'ils agissent en accord avec les desiderata de la population. Comment peux-tu me dire un pouvoir de transition qui renvoie les Français, qui renvoie leur ambassadeur, qui renvoie Barkhane, Takuba, MINUSMA, l'Union européenne, qui est en conflit avec beaucoup de pays environnants, qui était seul et qui est aujourd'hui en bagarre avec le secteur minier, qui est en bagarre avec tout ce qui touche à notre souveraineté ou à nos richesses. Comment ce pouvoir peut durer s'il n'a pas l'approbation de la population qui lui donne une légitimité? Et c'est ce que eux, c'est pourquoi j'avais pris Ibeka comme étant l'un des rares qui avait une base légitime. Avec 70% ou 73%, il était légitime à faire certaines choses. Malheureusement, il devait faire face aux Occidentaux. Pour crever l'abcès, il n'a pas su le faire. Il n'avait pas, je ne sais pas, je ne dis pas le cran, mais il n'a pas vu ça, que c'est contre ça. Et si on avait dit Ibeka, il a été élu sur quoi? Sur la base de quoi? Parce que le mouvement estudiantin, il y a mis fin. Tout le monde a vu que Ibeka, c'était quelqu'un qui avait un homme à poigne. Et on est parti sur ça, les gens lui ont fait confiance. Malheureusement, ça n'a pas marché. Parce qu'au moment où il avait les rênes, il n'a pas agi en conformité avec les aspirations de la population. Moi, je suis d'une génération où nos cœurs saignaient quand on voyait qu'on nous manipulait, on faisait de nous tout ce qu'ils voulaient. Et donc, aujourd'hui, la légitimité de cette transition repose sur l'assentiment populaire. Et cet assentiment populaire, malgré les difficultés, regarde les problèmes d'hydrocarbures. Les gens sortent dans la rue. Les gens se disent, même s'il faut marcher à pied, on le fera. Donc, il y a une résolution pour soutenir ce gouvernement dans
sa façon de faire. Et donc, je pense que pour ce qui concerne les négociations, si vous pouviez organiser une table ronde avec ceux qui parlent de négocier, ils ne mettront pas plus de 10 minutes, ils vont se taire. Parce que c'est un contresens. On négocie quand on est en position de force. Et quand on est en position de force, ce n'est pas à soi d'aller demander la négociation. C'est celui qui est en position de faiblesse qui demande la négociation. Aujourd'hui, ces groupes ont prouvé qu'il n'y a pas de négociation possible. Il faut, comme l'Algérie, il faut tirer dans le tas, il faut massacrer, et à la fin, quand ils se seront sentis vraiment faibles, eux, ils peuvent demander la négociation. En ce moment, on leur tend la main. Mais pas avant. C'est exclu, pas avant, c'est nous faire revenir tous les politiciens qui parlent de négociation. En réalité, ils parlent de négociation pour légitimer ce qu'eux, ils ont fait et qui était décrié. Si cette transition revient aujourd'hui à la négociation et demande à négocier, eux, ça les blanchirait. Voilà, ils en sont venus à ce que nous avions fait. Donc, ils cherchent à se blanchir. Et c'est un plaidoyer pro domo. Ils cherchent eux-mêmes à se faire blanchir pour légitimer ce qu'ils ont fait dans le temps. Parce que sinon, politiquement, ils sont morts. Et la réussite de cette transition, dans ce chemin-là, c'est une désapprobation pour eux. En fait, la réussite de la transition, c'est l'exclusion politique pour eux, ad vitam aeternam. Merci. Merci beaucoup. Professeur Touré. C'est-à-dire que par rapport... Je reviens sur la question. Oui, allez-y. Les acteurs des négociations et autres, c'est juste que là, nous n'avons pas fait fausse route, on ne s'est pas trompé, parce qu'avec qui discuter, quand discuter, nous autres, nous sommes convaincus que ça doit se gagner sur le terrain. Ça, c'est mon opinion à moi. Je ne dois pas influencer votre réponse. Mais puisque nous voyons certains pseudo-intellectuels à longueur de journée nous taper les oreilles, nous crever les tympans, nous avons dit qu'il est utile qu'on pose les débats sur la table et qu'on essaie de trancher une fois pour toutes. C'est quoi votre opinion là-dessus? Sur les négociations, oui. Les types d'individus, parce que je voulais prendre la question là à deux niveaux. Oui. D'abord, parce qu'il faut partir des premières négociations qui ont abouti à ces écoles-là. Parce que dans leur milieu, souvent, ces mouvements armés envoient des gens pour négocier avec l'État malien qui, en réalité, n'ont pas une responsabilité communautaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, ceux qui partent parler avec l'État, à chaque fois, des individus sont derrière qui maîtrisent la situation, qui peut dire, bon, ce que lui, il a dit n'engage que lui, mais nous, voilà ce qu'on veut. Parce que c'est une personne qui n'a pas une certaine valeur communautaire. Il y a cette technique-là qui se joue dans les négociations avec l'État souvent et qui fait que les responsabilités ne peuvent même pas être situées. On ne sait pas qui a dit quoi, qui est responsable de quoi. Est-ce que ceux qui viennent négocier au nom de ces groupes armés-là, est-ce qu'ils sont représentatifs des communautés au nom desquelles ils viennent ou des groupes armés au nom desquels ils viennent? Parce que souvent, on envoie du n'importe quoi. Ça, c'est un premier élément. Et le second élément, j'ai vu qu'ils influencent de l'autre côté les autres parties de la société civile qui partent négocier. Parce que souvent aussi, la société civile a l'impression qu'ils doivent mettre la pression sur l'État pour avoir la paix, pour que les communautés puissent vivre en paix, mais en réalité, c'est vendre le pays. Parce qu'il n'y aura jamais de paix sur les bases sur lesquelles ils partent négocier. Parce que le général l'a dit, est-ce que faudra-t-il mettre ces groupes armés-là en négociation avec les groupes d'autodéfense et que, effectivement, je suis d'accord quand le docteur dit que ces groupes d'autodéfense ne peuvent pas s'engager au nom de l'État. Oui, ils ne peuvent pas engager l'État. Mais ces groupes-là peuvent engager leur communauté, leurs terres sur lesquelles se crée ce désordre. Et quelque part, l'État peut faire l'arbitre pour dire à tout le monde, arrêtez, voilà désormais la conduite à tenir. En réalité, c'est ce que nos généraux sont en train de faire. Ils n'ont jamais dit qu'ils ne s'occupent pas du Nord.
Ils n'ont jamais dit qu'ils ne s'occupent pas des populations du Nord. Ils n'ont jamais dit qu'ils ne sécurisent pas. Ils n'ont jamais dit qu'ils ne font pas d'assistance. Mais maintenant, tous les groupes armés qui sont dans ça, les mêmes mesures frappent tout le monde. Alors qu'avant, les mesures de l'État central ne frappaient que les groupes qui sont avec l'État. Ouais. Et ceux qui sont contre l'État étaient les enfants gâtés des groupes armés. Donc c'est eux qui recevaient les honneurs, c'est eux qui avaient le droit de faire tout, et c'est eux qu'il fallait amadouiller. Pour rejoindre un peu le docteur qui dit que même le président de la République, pour aller à Kidal, il doit payer. Effectivement, il doit payer, mais dans ces cadres de mesures, de quelle négociation on peut parler et qu'est-ce qui peut réussir? Puisque en négociant, si j'arrive à obtenir ces baromètres-là, je m'enrichis et puis je m'assois. Quand un ministre doit venir à Kidal, il doit payer des milliards. Quand le président doit venir, parce que Kidal était devenu la partie chouchoutée du Mali. Alors qu'il faut que l'on comprenne désormais que chaque partie du Mali est une entité que l'État central doit gérer, et c'est pour tous les fils du pays. C'est pour tous les fils du pays. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est que désormais, il faut que l'État malien comprenne que s'il doit parler avec les fils du pays qui se sont révoltés contre l'État central, parce que j'insiste encore sur les terminologies, Oui. parce que les terminologies déterminent la nature et l'esprit de ceux-là qui sont face à l'État central pour comprendre que c'est le père de tout le monde. C'est le père de tout le monde. Mais lorsque certains fils pensent que non, moi, mon père est ailleurs, lui, c'est le père de d'autres personnes, c'est avec lui que je parle, donc je ne dois écouter que mon père, alors que leur père, c'est en Occident. Est-ce qu'ils vont écouter l'État malien? Est-ce qu'ils vont travailler pour que l'État central puisse être en paix? Non. Ils vont aller prendre les informations, les orientations, les conseils. Désormais, et c'est ça, c'est à ça que l'État, que le docteur Koulibaly dit la transition. Moi, si on me demande même le mot transition, on va l'enlever. Parce que ça dérange. On n'est pas en transition. C'est ces hommes qui sont en train de diriger le pays. C'est des Maliens. Ils vont vieillir, mourir ici au Mali. Ils sont dans quelle transition? Ils ne sont pas dans une transition. Ils sont en train de redresser le pays. Ils sont en train de rehausser le niveau de vie sécuritaire du pays. Ils sont en train de préparer l'exploitation des ressources minières du pays pour les Maliens. Ils sont en train de donner aux Maliens la conscience de se battre pour eux-mêmes. De quelle transition on va parler? Parce que dire transition, c'est comme si c'est des gens pour lesquels on donne juste une période d'action. Une étape intermédiaire. Oui, une étape intermédiaire, alors que non. Non. Aujourd'hui, la charte nationale qui a été signée, dans cette charte-là, tous les fils du Mali ont dit comment est-ce qu'ils veulent que la chose soit gérée. Est-ce qu'on a exclu quelqu'un au Mali? On n'a exclu personne. Donc, il faut qu'on revienne à la base et changer les formes de négociation, et que désormais, c'est l'État qui doit parler avec les gens. Parce qu'avant, on pensait qu'ils ne s'attaquaient qu'aux positions des militaires. Mais aujourd'hui, il y a des villages qui ont bougé. Donc, il n'y a plus que l'État. Et à ce niveau, quand moi, mon village bouge, parce que d'autres groupes armés viennent m'autoriser, je dois m'organiser et puis me défendre. Maintenant, c'est l'État qui viendra dire, bon, entre moi et l'autre là, qu'il va intervenir, il va arrêter. Et c'est là que nous allons tous comprendre que nous sommes tous des fils de ce pays. Mais si moi, je ne parle pas avec docteur, c'est seulement avec le président que je parle. Est-ce que j'aurai une considération pour docteur ou ce qu'il va faire? Non, il faut qu'on arrête. Donc, à chaque niveau, donner l'équivalence dans le processus de négociation pour que chacun puisse être à sa place. Et pour revenir un peu, les régions du Nord, moi je suis du Nord, les régions du Nord ont été favorisées, mais très mal favorisées. Parce qu'il faut qu'on comprenne ça dans le dispositif de l'échec des accords et des négociations. Pour vous dire que la dernière négociation, les accords préliminaires de Ouaga, paix à l'âme de Tcheblé, quand il a été à Ouaga, quand il est rentré dans la salle, il ne voyait que les Tamasheks et leurs alliés, les Arabes. Il est sorti de la salle. Il dit qu'il ne voit pas les mouvements sédentaires. Si on dit non, les mouvements sédentaires n'ont pas combattu l'État. Donc ils n'ont pas à négocier parce qu'ils n'ont pas de problème avec l'État. Tcheblé, paix à son nom, est sorti de la salle.
pour dire que si les mouvements sédentaires ne sont pas là, lui n'engage aucune discussion. Ça, c'est les préliminaires. Et c'est de là que tout le processus est parti. Et il y a un jeune qui est là à Bamako, Ousmane Amadou, qui était en son temps président de Ne pas bouger. Et tout le processus est parti de là pour appeler Gao, demander à ce que les gens de Gao se battent pour que les mouvements sédentaires puissent intégrer le cercle fermé de négociations face à l'État. Voilà comment est-ce que c'est parti. Donc c'est pour qu'on puisse dire aux hommes d'être forts et d'accepter que ceux-là qui peuvent être en face d'eux, que ce soit d'une rébellion, que ce soit d'une révolte, d'une quelconque situation, qu'ils comprennent que c'est des fils du Mali et que l'État central doit se comporter en père. Et même quand tu as raison, quand ton père te parle, tu écoutes. Si tu refuses, il doit te chicoter et te punir. Avec cette formule-là, les négociations vont aboutir, les résolutions vont être respectées et chacun va se mettre au service de la nation. Et qui veut gagner doit travailler. Qui veut gagner doit travailler. Docteur, depuis notre indépendance en 1960, les quelques fois qu'il y a eu, en tout cas, cette recrudescence des violences dites à ces GAT, c'est-à-dire les groupes armés terroristes, parce que moi, chez moi, il n'y a pas formulation groupe rebelle. Vous prenez les armes contre l'État, vous êtes un terroriste, ça c'est simple. Et je ne connais personne en France qui va prendre les armes contre l'État français et qui sera traité de simple rebelle. Ou aux États-Unis, ou en Italie, quelle qu'en soit sa motivation. On va considérer votre acte comme un acte terroriste. Et c'est le cas avec nous. Maintenant, docteur, jusque-là, en 1963, nous avons tous cité ici, paix à son âme, le capitaine Djiby Silas Diarra. Oui. Nous pensons presque à l'unanimité que ça a été la meilleure des solutions. Exactement. Parce que c'est ce qui a permis au Mali de faire plus de 25 ans sans entendre parler des groupes rebelles. La seule fois dans l'histoire du Mali indépendant où on a mis plus de 25 ans sans entendre parler des questions des rebelles ou bien, je ne sais pas, des groupes terroristes, c'est après avoir été corrigé sévèrement, après que le capitaine Djiby Silas Diarra et ses hommes ont nettoyé. Et ce n'est pas cette formule qui risque de fonctionner, et ce n'est pas la solution qui doit être pérenne pour nous. Est-ce finalement la solution n'est pas purement et simplement militaire? Oui, général, évidemment, la réponse de ta question est dans la question elle-même. Là, il n'y a pas double chose à faire. Il n'y a pas double chemin. On s'assume, quoi. On s'assume et on essaye d'éteindre ces faits-là éternellement. Ceux-là qui hantisent leur patron et tout ça là, ceux-là qui tirent la corde derrière, tout le monde doit, et tous doivent comprendre que le Mali de 2025 n'est pas le Mali de 91 ou de 2015. Il y a une nouvelle race de Maliens qui est là. On ne doit pas aller avec le dos de la cuillère. C'est un combat, maintenant, on est en train de la gagner et on doit mettre la pression pour éliminer tous ces nuisibles microbes-là que j'ai qualifiés. Et voilà. Parce que notre sort est entre nos mains. Personne ne viendra se battre à la place du Malien. Et nous sommes tous des soldats, qu'on le veuille ou pas. Donc l'État malien, nous sommes, je disais l'autre jour que ce problème n'était pas une affaire d'État. Mais c'est plus qu'une affaire d'État, mais une affaire de l'État. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne fais pas de jeu de mots, mais quand on prend l'État, dans sa définition, j'ai eu à le dire. C'est quoi? C'est un pouvoir exécutif, un territoire, une population et la relation avec d'autres États. Mais l'aspect, le levier le plus important de l'État, c'est la population. Quel que soit un État, quel que soit, comment ça s'appelle, un pouvoir exécutif fort, si le peuple ne suit pas, alors c'est pas bon. On doit, comment ça s'appelle, aller à l'unisson, l'exécutif, la population, pour indiquer ce mal-là qu'on n'entend plus parler. Donc, il y a des moyens pour cela. L'État est fort. Il y a des moyens pour cela. L'État doit... On va en venir. Hein. Je ne sais pas si c'est
l'annonce de la troisième question ou pas? C'est l'avant-dernière question. L'avant-dernière question. Voilà. Donc, l'État doit mettre à profit sa population. Il y a les donzos, il y a les groupes d'autodéfense, il y a tout. Armez-les. Et c'est eux qui vont assurer la sécurité de leur localité. Parce que c'est très mal vu que 200 personnes sur des motos, qui troublent la quiétude vraiment de toute une bourgade comme Koumantou ou bien Kolondiaba. Si Kolondiaba avait sa groupe d'autodéfense, Koumantou a sa groupe d'autodéfense. Et ces groupes d'autodéfense, 24 heures sur 24, ils sont sur le qui-vive dans les forêts et tout ça. Les rebelles ne vont pas avoir vraiment l'audace de rentrer. Ils n'auront pas de refuge et tout ça. Donc, toi, tu as le fusil, moi, j'ai le fusil. Tu me tires, je te tire. Alors là, quelqu'un va céder. Surtout, moi, j'ai la faveur, comment ça s'appelle, du terrain. Je connais bien mon terrain. Oui. Donc, si je connais bien mon terrain, un étranger ne peut pas venir troubler les quiétudes de la population. Souvent depuis la Mauritanie. Depuis la Mauritanie, souvent. Bon, vraiment, c'est une situation, on est en train vraiment de traîner le pas. Il faut aller vite. Ce combat-là est existentiel. Que les autorités le sachent. Ce combat-là est existentiel. Ce n'est pas seulement l'armée malienne qui peut régler ces problèmes. Ce n'est pas seulement l'armée malienne qui peut régler ces problèmes. Nous tous, donnez-moi un fusil. Pour le Mali, j'ôterai ma blouse de médecin, je vais combattre. C'est ça, quoi. Non, vous pouvez être là comme médecin, soigner les blessés, les éventuels blessés. Je peux même tirer sur un fusil. Non, c'est bon. Aucun sacrifice n'est de trop pour son pays, général. Soigner aussi les blessés. Oui. Exemple, je me rappelle encore 91-92 avec la rébellion à Gao. Ok. Nous, on avait notre grain d'élèves juste derrière une base de Gandakoy. Un groupe d'autodéfense. Un groupe d'autodéfense. Et jusque quand ils avaient signé... Gandakoy veut dire quoi en français? Gandakoy, ça veut dire propriétaire de la terre. Propriétaire de la terre. Voilà. Ok. Nous, on peut le dire parce que la terre nous appartient. D'autres peuvent dire on veut la République de l'Azawad parce que c'est le terme peut-être administratif qu'ils peuvent utiliser. Mais la terre a des propriétaires. Voilà. Donc, pour vous dire que quand nos combattants de Gandakoy sont venus vers nous, on était encore des élèves, ils nous ont dit, mais vous là, c'est vous qui êtes partis à l'école. Nous, on a fait cette guerre-là. Pourquoi vous ne venez pas pour l'intégration? Il y a la douane. Nous, on a dit non. On ne va jamais utiliser cette situation de faiblesse de l'État malien pour aller. Et de l'autre côté, nos camarades sont encore, il y a d'autres qui sont à la douane que je connais, qui sont à la police, à la gendarmerie et qui ont eu des grades aujourd'hui, qui sont dans toutes les conditions. Mais nous avons refusé. Nous avons dit, et moi je fais partie, j'ai encore tous les amis, nous sommes toujours en groupe. Nous avons dit que nous allons étudier comme les autres enfants du Mali qui sont vers le sud, parce qu'un jour, on veut avoir la tête haute pour discuter avec eux et leur dire, voilà comment est-ce que le Nord est. Donc, cette facilité, on l'a refusée. On a refusé cette facilité. Sinon, moi, aujourd'hui, peut-être que je suis un colonel ou un général à la douane. Mais j'ai dit non. Je préfère étudier. Et aujourd'hui, j'ai étudié. J'ai des camarades d'école du Nord, du Sud, du centre du Mali, avec qui je discute du Mali, avec qui je discute de l'avenir du pays. Et c'est de ça qu'il s'agit. Pour nous, c'était la valeur. C'est pourquoi j'ai dit, quand les généraux là sont arrivés au pouvoir, nous tout de suite on a dit, la main invisible de Dieu est arrivée au pouvoir. Parce que nous l'avons prédit depuis 1991, qu'un jour, on va rendre compte à ce pays. Et les mêmes gens qui ont profité de cette intégration, qui n'ont pas fini les études, d'autres ont été renvoyés, c'est eux qui sont devenus, qui ont eu beaucoup d'argent dans l'administration du Mali, et c'est eux qui ont alimenté, soutenu les groupes armés qui ont combattu l'État central. Donc, c'est pour rejoindre un peu docteur dans sa logique, pour dire qu'aujourd'hui, l'État doit accompagner ces généraux qui sont en train de créer un équilibre social dans la gestion des affaires du pays, que ce soit au nord, que ce soit au centre ou au sud. Merci. Donc, oui, Edouard. Je voudrais juste préciser
2 points. Allez-y. C'est des propos du président de la transition, Assimi lui-même. OK. On ne tient pas trop compte, on ne se souvient pas trop de ce qu'il dit. Il ne parle pas beaucoup, mais il donne des principes ou il donne un chemin à suivre. Des lignes directrices. Des lignes directrices. Il a dit une fois en Bambara, ni Kelekele Ambake. Cette guerre-là, on va la faire. Et Ouais. on va la faire jusqu'au bout. Ça veut dire quoi? Ou c'est vous, ou c'est nous. Oui. Pas de demi-mesure, premièrement. Deuxièmement, lors de l'ouverture de la seconde mine de Bougouni, De Bougouni. il a tenu des propos qui répondaient un peu à toutes les sollicitations des gens qui demandent d'employer les dosos. Oui, les volontaires. Il l'a dit, il dit, ceux qui sont partis faire le SNJ, ils sont partis courir, ils ont sauté, ils ont fait la formation militaire, ce n'est pas pour rien. Un jour, on pourrait les appeler. Ça, c'est le premier point. Et il a dit, tout jeune, à partir de 18 ans, il se pourrait qu'un jour, ils prennent des armes. Deuxièmement. Troisièmement, il a dit, même un vieux de plus de 60 ans, s'il veut combattre, s'il vient, on lui donnera des armes. C'est une réponse à toutes les sollicitations pour ce qui concerne l'employabilité des civils dans la guerre. Simplement, il est à un niveau d'appréciation où nous ne sommes pas. Je crois que on est là, on discute. Vous dites expert, je crois que on n'a peut-être pas une expertise particulière, mais on a un âge ou un niveau d'intellectualité qui nous permet de réfléchir sur les problèmes et de donner notre avis et souvent de faire des recherches. Parce qu'on est d'éternels étudiants qui n'ont jamais fini de faire des recherches. Nous donnons notre avis. Mais moi, pour ma part, ce dont je me méfie, c'est de croire que mon avis doit s'imposer au gouvernement. Mon avis n'est qu'une suggestion que le gouvernement peut prendre ou pas. Effectivement. Je suis, enfin, bon, ce n'est pas de l'humilité, mais je suis conscient de mon rôle. Ça se comprend. Voilà. C'est mon rôle. Oui, c'est votre rôle. Je dis ce que je pense, je donne ce que je vois, mais après, au gouvernement, tu as dit une fois, il n'y a pas plus tard, il y a 2 semaines, je crois, ou la semaine dernière, on a dit il faut éviter les doubles fils ou les triples fils qui empêchent les gens de circuler. Moi, en venant aujourd'hui, toutes les stations où j'ai vu, c'est une seule file. Est-ce qu'on nous a entendu? J'ai la faiblesse de croire qu'on nous a entendu, mais j'ai aussi la conviction qu'il y a des gens qui sont à la tête de ces administrations tout aussi plus capables que moi pour réfléchir aux problèmes et donner des solutions. Ce qui est vrai, c'est que les 2 solutions qu'on donne se rejoignent un moment. Voilà. Merci beaucoup, doyen. Docteur, nous arrivons presque au terme de cette émission. Sinon, on doit même revenir vers le doyen qui est d'ailleurs un juriste, ça il faudra le dire, qui maîtrise un peu certains textes sur les volets SIRDI. Sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Moi, je vais être plus bref. Je vais être bref, quoi. Ok, allez-y. Concernant ces problèmes de SIRDI, c'est ça, Centre international Oui. de... Je voulais qu'il plante les débats. Règlement. Vous intervenez. Hein? Centre international de règlement. De règlement des différents relatifs aux investissements. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour être plus simple, un investissement, c'est quoi? En fait, c'est du commerce, hein, c'est pas un mot. Tout ça là, c'est très simple à expliquer, quoi, dans un français simple. C'est dans le cas du dossier entre les Mali et Barrick Gold. Oui, Barrick Gold. Je donne un exemple. La deuxième usine de lithium qui vient d'ouvrir à Bougouni. Ce sont des investisseurs qui ont investi leur argent là-dedans pour pouvoir tirer un profit parce qu'ils sont étrangers, ils sont maliens et aussi il y a l'État malien là-dedans. Ouais, donc, les Mali, la Chine et le Royaume-Uni. Voilà, c'est une association à bénéfice, même si ce n'est pas réciproque, bon, à bénéfice pratiquement réciproque à plusieurs niveaux. Maintenant, quand Barrick Gold vient au Mali pour
ils sont venus d'abord pour la prospection, après l'exploitation et la commercialisation de l'or. Mais quand tu viens quelque part, tu viens trouver qu'une population est en train de danser sur un pied, eh bien, forcément, toi, tu dois danser sur un pied. Sinon, tu risques de danser mal, quoi. Baril Gold, ils ont été un peu épinglés. Pourquoi? Très simple. Vis-à-vis de la loi malienne, ils n'étaient pas en règle. C'est ça, non? Oui. On les a dit simplement de se mettre en règle. Ils ont fait la sourde oreille. Les autorités, à moult reprises, des écrits et tout ça pour les interpeller et tout ça. Non, non, non. Et les sociétés minières sont des sociétés vraiment qui rapportent énormément, mais au retour, tout ce qui est problèmes environnementaux, tout ce qui est d'autres problèmes, l'utilisation des métaux lourds et tout ça, au Mali, ils gèrent pas bien ces problèmes-là. En fait, c'était un véritable ambroglio. Donc, l'État malien a pris simplement sur lui d'arrêter purement et simplement les activités de cette société au Mali et de les foutre dehors. C'est une histoire qui me rappelle l'histoire des voleurs et des propriétaires, quoi. Les voleurs crient aux voleurs sur les propriétaires. C'est ça. Et ils ont saisi cette cour-là des Nations Unies pour de la Banque mondiale. De la Banque mondiale. Pour quel règlement? Parce que tout être censé là, quand ils ont déposé leur plainte pour le règlement de litige là, tu as beau être un menteur, tu as beau être de leur côté, il n'y aura jamais de preuves en béton armé comme quoi le Mali a tort, quoi. Non, non, non. Personne ne peut montrer que le Mali a tort. C'est eux qui ont tort. Et ils ne veulent pas reconnaître leur tort, ils essaient de déplacer les problèmes. Et voilà, moi je pense qu'ils n'auront jamais gain de cause. Ok. Oui. Doyen, nous revenons vers vous. Moi, je me souviens que la France a d'ailleurs saisi ces mêmes centres d'arbitrage contre le Niger aussi dans le cadre des questions d'Orano. Mais restons dans le cadre du Mali, c'est-à-dire l'État malien et puis Barrick Gold. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire davantage? Au contraire, restons avec le Niger. Le Niger a fait preuve de subtilité et a gagné. Le Niger a gagné devant le CIRD. Ce qui me fait dire que ce n'est pas seulement le Niger, il y a 3 ou 4 pays africains qui ont gagné devant le CIRD. Et le Mali vient de gagner une manche parce que Barrick Gold voulait qu'on accélère le règlement du litige. Ils ont dit non. D'abord, en prenant aussi des mesures provisoires. Le CIRD a dit non. Mais sur le fond, on n'en est pas encore là. Le fond de leur plainte, on n'en est pas encore là. Allez-y. Ce qui est vrai, c'est que, bizarrement, le CIRD ne se comporte pas comme les autres. Mais bon, là, je ne sais pas, peut-être on reviendra là-dessus une émission prochaine. Mais par rapport même au dossier du Niger, le CIRD a demandé au Niger de ne pas vendre son uranium. Non. Là, on ne peut pas parler de victoire du Niger. Non, ils ont pris et ne pas vendre son uranium. Mais ça appartient au Niger. Le problème, ce n'était pas seulement l'uranium. C'était pas seulement l'uranium. Le Niger a fait appel à un principe. Okay. Quels que soient les investissements, les richesses du sous-sol appartiennent toujours au pays. Ça, c'est clair. Ils ont joué sur ça. Ils ont joué aussi sur l'équilibre. Ils ont demandé un rééquilibrage avec Orano, ce qu'ils n'ont pas accepté. Ils ont mis les pieds dans les plats. Mais il y avait je crois, 130 tonnes ou 120 tonnes qui étaient déjà... 1500 tonnes. 1500 tonnes qui étaient déjà là. Oui. Ils ont confisqué ça, qui devait être pour le CIRD or. Mais ils ont vendu, ils vont vendre avec la Russie. Mais non, CIRD refuse. Mais CIRD n'y peut rien. C'est ça le problème en fait. Non, CIRD... C'est là où moi je ne suis pas d'accord avec cette fameuse... Mais sur le fond, l'augmentation où ils ont ravi l'exploitation à Orano, ils les ont déguerpis. Orano demandait même une certaine indemnisation, mais ils ont dit non. Ils n'indemnisent rien. Et ils ont eu, sur le fond, ils ont raison. Maintenant, sur la situation du stock qui avait été extrait et qui était disponible, les 1500 tonnes. Les 1500 tonnes, là, le CIRD a intervenu et a dit non, ne touchez pas, ne vendez pas.
Mais sinon, sur le fond, l'augmentation, la nationalisation pratiquement de la mine, c'est acquis. Il n'y a rien trouvé à dire. Et je crois que j'ai écouté, il y a 2 ou 3 autres pays qui ont eu raison au niveau du CIRDI. Ce qui fait dire qu'il ne faut pas être pessimiste. Ah, ok. Il ne faut pas être pessimiste. C'est pas comme la CPI. Non. Ce n'est pas comme la CPI, c'est pas CIP. Si je peux. Ok, allez-y. Moi, en tout cas, à mon niveau, je dis que c'est la même chose. Ah. C'est la même chose. Attends, je vous donne la parole, Touré. Parce que je crois que j'ai évoqué au doyen même au téléphone. J'ai dit, moi, mon inquiétude, c'est quoi dans cette histoire de CIRDI? C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il nous fasse croire à une première victoire. Et qu'un jour, nous, en ce moment, on va essayer de légitimer les actions de CIRDI. Et si jamais, dans les mois, dans les années à venir, si CIRDI prend une autre décision qui serait très contraire à nos intérêts, on ne pourra plus taper sur les centres même en question. Cette cour d'arbitrage, c'est ça, moi, mon problème. En fait, essayer de nous amadouer un peu avec un peu du bonbon comme des enfants. OK, vous avez gagné cette première manche, mais et le reste? Parce que moi, je sais que ces entreprises, ces multinationales des impérialistes qui étaient ici, vont nous traîner presque chaque année devant cette même cour. Et il ne s'agit pas pour nous, peut-être pour eux, d'essayer de nous amadouer durant 2 ans, 3 ans, mais le reste, là, maintenant, ça serait bien nous frapper parce que ça va trouver entre-temps. Nous avons eu le temps de nous réjouir et autres. Là, on a gagné devant CIRDI, travailler même sur l'image de CIRDI. Est-ce que ce n'est pas ça aussi le piège? Oui, professeur Touré. Ok, merci. Moi, cette question, je la traite à 2 niveaux. Ok, allez-y. Sur le niveau, en tant que Malien africain tout court, qui voit que toutes les grandes organisations mises en place dans le monde, c'est à la faveur des Occidentaux et de ceux qui nous exploitent. C'est eux qui les dirigent, c'est eux qui disent quand ils veulent, on a gagné. C'est eux qui disent quand ils veulent, ça ne les arrange pas, on a perdu. Et je reviens à ton inquiétude, j'ai cette même inquiétude. Parce que le CIRDI, d'accord, a dit pour un premier temps qu'il rejette les requêtes de Barrick Gold comme étant des mesures, en tout cas, les mesures prises par le Mali ne sont pas irréparables par rapport aux dommages qu'ils peuvent subir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Barrick Gold est en train d'opérer sur la terre malienne. Ils sont en train d'exploiter nos ressources, c'est notre or qu'ils sont en train d'exploiter. Et c'est que CIRDI doit chercher à savoir. En tout cas, on est heureux de leur faire confiance s'ils arrivent à aller jusqu'au bout, à assumer leurs responsabilités. On est heureux. Nous sommes un État. On ne rejette pas tout ce qui existe dans ce monde. Et on ne va pas dire que tout est mauvais et tout ne peut pas. À la limite, souvent, quand les gens comprennent en tout cas les cris de détresse de certains pays, qu'ils soient réceptibles à ça. Nous sommes d'accord avec ça. On ne peut pas dire au Mali, fais face à tout le monde, il faut te retirer dans tout le monde a tort, c'est toi seul qui as raison. On n'est pas dans cette logique. Mais on est dans la logique où il y a trop d'exploitation de ces entreprises-là sur les terres africaines et sur les terres opprimées. Donc, il faut que cet état de fait soit compris et que les différentes organisations des Nations Unies, ou encore, en tout cas, au niveau international, puissent comprendre que les états d'esprit ont évolué. Avant, pour les Maliens, on pensait qu'il n'y avait même pas de l'argent dans l'or. On ne le considérait même pas. On ne savait même pas que ça pouvait nous amener autant de milliards. Mais par la main invisible de Dieu, à travers ces 5 généraux, on a compris qu'il y a beaucoup d'argent, que ces gens-là prennent sur nos dos, qui doivent nous revenir. Mais que CIRDI comprenne, que Barrick Gold comprenne, que la communauté internationale même comprenne, que ce sont nos vies qui sont en danger dans l'exploitation de l'or. Ce n'est pas la vie de cette société qui a le contrat avec l'État malien. Et à ce titre, l'État malien, aujourd'hui, doit avoir un regard sur la gestion de ce métal. Et encore plus, l'État ne les a pas chassés. L'État ne les a pas dit, vous n'allez plus exploiter. Ils ont dit seulement, à partir de maintenant, nous changeons le code minier malien. Et désormais, voilà comment est-ce que l'exploitation doit se faire et voilà la part du Mali, voilà la part des entreprises. Est-ce que ça, c'est demandé de trop? Je crois non. Ça, ce n'est pas demandé de trop. Et je crois qu'aujourd'hui, même après ça, il y a encore des entreprises qui cherchent à avoir des licences pour l'extraction des ressources ici. Oui. Et quand on prend récemment Bougouni, ça veut dire que sur cette question, je rejoins un peu Coulibaly à ce niveau. En tout cas, la gestion est en train de se faire de façon normale.
Mais je garde toujours ce petit doute que souvent, ils nous poussent à les croire et quand on va commencer à crier partout, ah non, ils sont honnêtes, ils sont corrects, ils ont bien fait, entre-temps, ils glissent quelque chose et quand on va s'arrêter, ils vont dire, voilà, ces gens-là sont des éternels insatisfaits. Donc, nous resterons toujours sur la garde à bien observer jusqu'à ce que c'est la décision finale qui va nous dire si Sirdi est bien ou pas, ou si les Africains gagnent à Sirdi ou pas. Parce que dans un premier temps, ils peuvent calmer le jeu. Donc moi, je voulais vraiment attirer l'attention de nos autorités sur ça. Et je veux leur dire de faire très attention. Parce que ces gens-là, dans leur stratégie, ont toujours un double jeu. Et les différentes organisations-là sont gérées par les mêmes France, les mêmes États-Unis, les mêmes puissances-là. C'est eux qui sont responsables à ça. Quand on parle de la Banque mondiale, c'est qui? C'est eux. Quand on parle de Barrick Gold même, c'est qui? C'est eux. En fait, c'est eux qui sont juges et partis dans cette affaire. Mais sauf qu'ils ont compris que cette fois-ci, il y a des enfants intelligents qui sont venus et qui sont très regardants et qui sont prêts par tous les moyens à ne pas demander à Barrick Gold d'amener des sous derrière la table et qu'ils vont prendre et d'exploiter le pays. Ce que je voulais ajouter. Oui. Et doyen aura droit à la parole pour terminer. Ok. Dans cette histoire, c'est comme un jeu d'échecs. Barrick Gold, c'est fini. Il y a échec et mat. Parce que quand Barrick Gold, c'est plein de situations nouvelles qui ont été imposées, il y a d'autres sociétés d'extraction d'or ici, internationales. Il y a B2Gold, il y a d'autres sociétés. Alors, c'est plus facile de leur dire, bon, hey, vous n'êtes pas le seul dans ces conditions-là. Il y a 1000 autres sociétés minières qui exploitent l'or, qui ne sont pas des sociétés maliennes. Donc, on fait sortir tout ce qu'ils ont fait par rapport à la législation malienne dans la gestion de l'environnement, comment ça s'appelle, dans l'acquittement des taxes et impôts qui sont les bénéfices pour l'État. Si le Mali parvient à montrer ça à la Sirdi, et la Sirdi, je pense que le match est fini, quoi. Et Barrick Gold ne peut pas remporter cette victoire. Et puis, ces histoires de Banque mondiale, de ceci, de cela, faisons attention. Parce que, comme mon ami a dit, ils ne sont pas là pour nous, quoi. Voilà. Merci, ils ne sont pas là pour nous. Doyen, nous revenons vers vous. C'est vraiment votre domaine, cette question de Sirdi. Non, ce n'est pas une question de domaine, c'est une question d'information. Ici, au moins, c'est beaucoup plus votre domaine. Bon. Vous êtes des seuls juristes ici. Peut-être. Moi, non. L'autre, c'est un historien, géographe, professeur Touré. Lui, c'est vraiment un médecin. Je ne parle pas au hasard. Oh, allez-y. J'ai dit il y a 2 pays ou 3 pays qui ont gagné leur procès au niveau du Sirdi. Une bonne information. Il y a la Tanzanie, il y a le Zimbabwe et il y a le Niger qui vient de gagner. Le seul hic pour le Niger, c'est la disposition des 1500 tonnes d'uranium traité. C'est tout. Ça, c'est vraiment une injustice, doyen. Ils ne peuvent pas dire au Niger de ne pas vendre son uranium. Tu sais, ça dépend de quel point de vue on se place. Mais si tu regardes la composition... Du point de vue africain, par exemple. Non, du point de vue de l'équipe qui tranche les problèmes. Ok. Chaque pays choisit lui-même ceux qui le représentent. Et les pays qui sont en cause, s'ils ont des intercesseurs, ils ne peuvent pas faire partie de cette équipe tant que leur pays est engagé dans le procès. Ok. Dans la négociation, c'est comme ça. Le Mali, par exemple, s'il est en truc avec les Sirdi, va choisir dans le tableau des gens qui vont le représenter. C'est autrement plus difficile qu'à la CPI ou à la Cour internationale de justice. C'est presque pas trop la même chose. Ok. C'est des règlements qu'eux ils vont faire. C'est des négociations qu'ils vont faire pour essayer que les gens s'entendent. Et ce que je dis procède. Il y a une jurisprudence récente qui a fait que 3 pays africains ont gagné. Ok. Jurisprudence. Oui, ça fait jurisprudence. Il y a le Zimbabwe, il y a la Tanzanie qui viennent de gagner. Et il y a le Niger. Comme tu l'as dit, la seule remarque que tu as,
c'est par rapport à ce que le Niger a. Les 1500 tonnes. À part ça, ils ont gagné. Orano est bouté hors des mines. Ça va faire 270 millions d'euros au Niger. Ils sont complètement out. Maintenant, je suis d'accord avec Doyen, mais la seule chose, c'est que je veux dire que Tanzanie, Zimbabwe, est-ce qu'ils ont la même position face aux Occidentaux, à ces puissances-là qui gèrent la Syrie que le Mali? Parce qu'il y a cette question-là qu'il ne faut pas occulter dans la chose. Il y a un problème qui est posé, qui cherche un arbitrage. Quel que soit Alpha, les problèmes souvent ne sont pas les mêmes. Et le Niger a extrêmement bien joué sur le plan intelligence. Ils ont été très fins. Ils ont pris Orano au piège. Ils ne sont pas plus instruits que nous. Ils ne sont pas mieux outillés que nous. Les réalités ne sont pas les mêmes. C'est une question de réalité de terrain. C'est-à-dire, il y a ce qui est vrai. Pays africain égale pays africain. Et nous nous sentons défavorisés. Professeur Touré, aujourd'hui, faisons confiance à l'optimisme du doyen. Non, il faut simplement, comme on l'a dit, lui il a commencé par le dire, aucune multinationale qui vient exploiter nos sous-sols ne s'en va sans avoir commis des impairs sur le plan environnemental, sanitaire et autres. Ils commettent des fautes. Faute grave. Et ce qui devait être fait, c'est que depuis longtemps, Barrick Gold devait payer des taxes qu'ils n'ont pas payées. Oui. C'est déjà une faute à la base. Très grave, Et on leur a dit, on a négocié, on leur a dit payer. Ils disent, bon, on négocie. Ils ont fixé un montant eux-mêmes. On est tombé d'accord sur le montant. Après, ils se retournent, ils ne veulent pas payer. Quand même. Ils abusent. Doyen, conclusion? Non, ça veut dire que ce n'est pas parce que nous sommes pays africains que nous... Il faut reconnaître une chose. Le Sirdi, ce n'est pas entre deux pays. C'est toujours entre un pays et les ressortissants d'un autre pays. Systématiquement. Et si tu considères que le ressortissant de cet État-là a des concurrents qui viennent d'autres États aussi capables que eux, il y a une concurrence qui se joue. Si on veut aller dans l'envers du décor. Vous savez, je t'ai toujours dit ici qu'il ne faut jamais faire confiance aux États-Unis. Oui. Tu m'as dit, j'ai dit, si je vois les États-Unis venir là, je prends les jambes à mon cou. Mais en moins de 2 semaines, ils l'ont dit, ils l'ont prouvé. Ouais, ils viennent pour négocier, et puis c'est eux qui disent, et ils mettent la taxe à payer pour aller chez eux, $5,000, je crois, 5,000, $10,000. Et ensuite, quand on a réagi, ils sont revenus en arrière. Et maintenant, ils demandent à tous leurs ressortissants de sortir. Mais tout le monde sait que les États-Unis, c'est le diable en personne. Voilà. Non, c'est ce que j'ai dit. Ce que je suis en train de dire... Doyen, Laissez le doyen terminer. Oui, allez-y. Ce que j'étais en train de dire, Barrick Gold est australien. Mais il y a des Canadiens. Il y a des Américains dans l'exploitation de l'or. Il y a bien de pays qui sont même au-dessus, qui supplantent l'Australie, qui ont des sociétés qui peuvent reprendre ce que Barrick Gold a laissé ici. Et là, ils ne vont pas tergiverser. Et ce n'est pas un Australien qui sera dans l'équipe. Ce n'est pas un Malien qui sera dans l'équipe d'arbitrage. Il y a une base de données où on va choisir. Et on ne va pas choisir à l'encontre comme ça, à l'emporte-pièce. On choisit parce qu'on a une approche qui peut être soutenue par ceux qu'on a choisis. Donc, ce n'est pas la même chose. Merci beaucoup. Docteur, votre mot de la fin? Bon. À la lumière Il s'agit de la fin de cette émission. Oui, ce Voilà. n'est pas la fin de fin. OK. OK. Et à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, sur les accords. Sur les accords et tout ça, tout ce que je recommande aux populations maliennes, à la population malienne, autant pour moi, c'est de faire confiance à nos autorités. Et que je l'ai dit, je le répète, j'aime toujours faire de l'histoire. Tous ces grands peuples-là ont leur histoire. Ils ont vécu des moments difficiles, pires que nous. Au XVIIIe siècle, quand il y avait la peste en Europe, la peste décimait la population européenne. C'est pourquoi il y a eu des grandes migrations
de certains Européens, les Italiens et tout vers le Brésil. Il y a eu les 2 guerres mondiales. C'est vrai que l'Afrique a participé seulement sur les terres marocaines, biracaines et tout ça, que quelques hostilités vers la Libye se sont passées. Sinon, en réalité, au niveau de l'Afrique noire, il n'y a rien eu. Mais on a eu quand même à payer l'effort de guerre pour les colons, pour la France. Donc, la vie, c'est pas que on ne tombe pas. Mais quand on tombe, il faut savoir se relever et continuer, se remettre en cause. Qu'est-ce qui m'a fait tomber? Et maintenant, le problème malien est un problème très, très bien posé. Depuis qu'on se dise, ah, Touré, il paraît qu'il y a des Algériens, il paraît que Fagaga et ceci, c'est là, jusqu'à ce que ça saute maintenant à l'œil de tout un chacun. Et ce que le bon Dieu nous a... Le bon Dieu, dire qu'il est bon, c'est un pléonasme. Parce qu'à travers le bon Dieu, tout le problème malien, la face cachée de l'iceberg est sorti. Donc le problème malien est très bien posé. On sait maintenant qui est notre ami, qui est notre ennemi, par où on doit aller. C'est à nous de décider de cela. Le Mali nous appartient tous. Et chaque Malien doit se comporter en ce moment difficile comme un soldat. Aimer son pays, se battre pour son pays, c'est aussi être vraiment, si on prend la religion musulmane, c'est être un bon musulman. Un shahid. Un shahid, voilà ce qu'on a dit. Ok. Professeur Touré. Ok, moi je commence par comment on appelle, le centre d'arbitrage, pour dire que quand les colons venaient en Afrique, ils ont dit qu'ils viennent apporter la parole de Dieu. Ils ont établi leur comptoir, ils ont fini par nous coloniser, nous exploiter et continuent aujourd'hui de nous exploiter. C'est pour dire un peu que ces sociétés-là qu'on voit à travers le monde sont en train de faire le travail de ce que les États qui se proclament protecteurs des droits humains ne peuvent pas le faire directement. C'est pourquoi la question de volontaire, vous voyez, nous-mêmes, on revient sur ça, parce qu'il y a certaines attitudes qu'un État central ne peut pas faire. Oui. Mais l'État met des gens qui font le jeu. Donc on le comprend à ce niveau, mais qu'à cela ne tienne, on va prier Dieu que ce que Koulibaly a dit soit vraiment la réalité de la chose et que le Mali puisse vraiment bénéficier de ses ressources et que les arbitrages, en tout cas partout où le Mali a raison, que la réalité revienne à la maison. Donc il y a cet aspect. Et encore revenir un peu aux différents accords pour dire au Mali que, en tout cas, les parties nord du Mali, pour dire que je tire le chapeau pour le ministre, le général Ouagué, Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation. C'est vraiment un très grand intellectuel pour qui j'ai beaucoup d'estime, parce qu'il a su lire entre les lignes, il a lu les accords, il a compris et il a permis à l'État malien de prendre une décision responsable et historique qui va sauver ce peuple. Parce qu'il faut que désormais les communautés arrêtent de croire qu'ils existent à part et que l'État malien existe à part. On n'est pas dans cette logique-là. Il faut que les gens comprennent ça. Et que désormais, que les fils du Mali, en tout cas, même s'ils ne sont pas contents de l'État central, qu'ils se battent à l'intérieur et qu'ils se réconcilient à l'intérieur. Et qu'on évite que des États tout autour de nous s'injectent dans les affaires intérieures des résolutions de conflits ou de mésententes entre les fils du pays. Donc il faut que ces attitudes-là, qu'on puisse les changer. Et à l'État de penser aux fils valeureux des communautés qui agissent au nom de la République et pour la République. Que ceux-ci ne se retrouvent pas au bas de l'échelle. Et je sais que si le ministre Ouagué m'entend parler, il comprendra de quoi je parle. Il sait de quoi je parle. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se battent, qui se sont toujours battus et qui, leur malheur aujourd'hui au Mali, relève du fait qu'ils ont refusé de s'attaquer à l'État malien, ils ont refusé de diviser ce pays, ils ont refusé de se prêter au jeu des néocolonialistes. C'est ce qui fait leur malheur ici, et l'État doit penser à ses fils, l'État doit les honorer pour que d'autres enfants puissent avoir confiance à l'État malien, à l'État central, et qu'ils s'adonnent corps et âme pour que le pays puisse se relever. Et je dis
que tout va bien et que le Mali se porte très bien. On n'a jamais livré autant de combats, autant assuré la sécurité, autant que le Mali s'approprie de la sécurité des personnes et des biens des Maliens. C'est dans la première fois dans l'histoire du Mali, c'est avec ces généraux que nous avons au pouvoir. Sinon, de tout le temps, c'est des pays étrangers qui viennent et qui disent qu'ils viennent appuyer l'armée malienne. Et aujourd'hui, non, c'est l'armée malienne qui est en train de se battre sur tous les fronts, qui est en train de défendre le pays, qui est en train de défendre les fils du pays. Et je vous avoue que dans les années à venir, le Mali sera le meilleur territoire qui va vivre. Ça, Inch'Allah, ça va. Mais juste une question avant de permettre au doyen de finir. Al-Gabas, qui est minoritaire au nord, là, il revendique, toi qui es majoritaire au nord, mais est-ce qu'il t'a consulté pour revendiquer quelque chose à ton nom? C'est ce que je suis en train de te dire, et c'est ce que j'ai dit dans l'élément, et j'ai dit que Ouagué sait de quoi je parle, en disant que ceux qui ont accepté se battre pour la République, ceux qui ont défendu la République sont les plus malheureux dans cette partie, malheureusement. Aujourd'hui, Al-Gabas, il n'a pas besoin de moi, malgré que je sois majoritaire. Et je tiens aussi à te dire qu'en tout cas, tous les PV des rencontres communautaires, je les ai tout de suite dans ma valise, et je sais qui a dit quoi, qui fait quoi, et qui agit pour la paix dans ce pays-là. Merci beaucoup. C'est important de préciser cela pour ceux qui sont en train de nous suivre. Doyen? Bon, il y a un adage juridique qui dit une chose: vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Ça, c'est pour les juristes. Expliquez-nous. Ce qui est vrai de l'autre côté des montagnes n'est pas forcément vrai de ce côté-ci de la montagne. C'est vrai. Je ne dis pas que le Mali va gagner. Mais devant le scepticisme des pays africains face aux organisations internationales ou au CIRDI, par exemple, où on part perdant dans notre tête, moi je donne simplement des jurisprudences. Je cite des jurisprudences qui sont autant d'espérance pour nous autres. Ce qui s'est passé avant, je ne le sais pas, mais je sais qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, il y a 3 pays qui ont pu gagner. Que les cas soient différents, c'est normal. Le Mali ne sera jamais le Niger, et le Niger ne sera jamais la Tanzanie, ni le Zimbabwe, l'autre. Mais nous avons nos atouts. Je ne dis pas forcément qu'on va gagner. Je donne des exemples pour dire qu'il n'est plus vrai que désormais, nous partons systématiquement perdants. Et sur ça, je me repose sur des jurisprudences. Ok. Et donc, nos arguments sont une chose. Pour nous, c'est ce qui est vrai, mais pour d'autres, c'est ce qui est faux. Oui. Et donc, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui peut arriver. Chacun juge avec sa façon de comprendre les choses. Jusqu'au jour où le jugement sera prononcé, on ne sait pas, où l'arbitrage sera prononcé, on ne sait pas en faveur de qui il va tourner. On ne peut pas le dire. Mais on se repose sur des éléments d'appréciation pour dire nous avons nos chances. Ok. Voilà. Mais ensuite, pour ce qui est du reste, je le dis, je persiste. Tenons un peu compte des propos du président de la transition. Ok. Il est très peu loquace, il ne bavarde pas beaucoup, mais quand il dit une chose, c'est une ligne de conduite qui est tenue. Donc, tant qu'on tourne, il faut se référer à ce qu'il dit. C'est lui le timonier, c'est lui qui a la boussole, c'est lui qui sait où on va parler. Et chaque fois qu'il y a un problème, c'est lui. Ils sont rodés, ils ont des experts autour d'eux. Ils ont des experts autour d'eux. Des gens qui sont des travailleurs de l'ombre, qui sont en train de sortir des trucs inimaginables. Mais eux, ils sont des experts. Il y a d'autres experts auxquels ils feront face. Mais moi, je dis, faisons confiance jusqu'à preuve de contraire à nos autorités. Ils sont partis au clash avec Barry Gold. Ils n'iront pas comme ça la fleur au fusil. Ok. Merci beaucoup. C'est l'occasion de saluer tous les experts maliens qui sont sur les dossiers contre cette multinationale qui nous a longtemps volé, pillé, qu'on appelle Barry Gold. Peuple d'Afrique,
peuple du monde libre, vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur African TV et sur Gandhi Malian TV. D'autres programmes vont continuer. Quant à mes invités et moi, nous espérons vous retrouver la semaine prochaine, même heure, mais seulement sur un autre thème. Merci beaucoup et surtout, prudence.